pas de chapeau de cow-boy. Il n'a pas de chapeau de Ça cow-boy. commence par un cauchemar, effectivement. Il souffre de claustrophobie dans un embouteillage. Ouais. Il y a des cars avec des bonnes Oui, sœurs. on y avait tous. Et puis il est aspiré. Il y a un filin qui le tire. C'est ça. Et il tombe aussi à un moment. Et à un moment donné, il y a un filin qui le tire. Et après, il tombe sur la plage. Voilà. Il y a pas de chapeau. C'est le début du film. D'accord. Il a un chapeau, c'est un genre de... C'est les chapeaux que portait Fellini. C'est un borsalino, c'est pas un chapeau de cowboy. Moi, j'ai appelé chapeau de cowboy. C'est un chapeau à bord, là, comme ça. Mais il n'y a pas de mal. Non, tiens, en parlant d'un Stetson. C'est un chapeau italien, mais c'est pas un borsalino. C'est un borsalino, si. Et vous vous rappelez le film avec Belmondo et Delon, Borsalino? Oui. C'est des chapeaux un peu que mettaient les bandits, les Borsalino, en feutre. En revanche, celui de Jean-Pierre Melville, dans le film dont on va parler, qui est La Nouvelle Vague, lui, ça, c'est un chapeau de cow-boy qu'il a, si tu te souviens bien. Eh bien oui, mais ça y ressemble. Donc on est là pour le cinéma, pour parler du film Nouvelle Vague. Ah, ça a commencé? Oui, ça a commencé. Bon, oh là là. On t'a enregistré en train de parler de Fellini. Ah, on va vous parler de Nouvelle Vague pour le cinéma avec Jean-Max Méjean. Eh bien, nous sommes à la librairie McGuffin, qui nous accueille gracieusement. Qui est très jolie et que, voilà, merci. Et alors donc... pour commencer, j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà, alors, normalement, je devrais dire... Parce que c'est une controverse, donc il faudrait que je dise que moi, je ne l'ai pas aimé. Non, mais tu peux dire que ça veut dire que dans ce cas, on va faire du cinéma. Non, la vraie question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a aimé? Est-ce que tu l'as aimé pour les qualités du film ou parce qu'il dit de la nouvelle vague? Parce que pour résumer, en fait, ce film... Moi, je peux prendre un rôle de composition. Je vais faire semblant de ne pas l'avoir aimé. Non, on va voir. Pour parler du film, c'est l'histoire du tournage d'À bout de souffle par Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, donc... qui est le qui est là rôle. d'ailleurs. Hein. Il y a le fantôme ici. Bonjour Jean-Luc. Et donc, c'est l'histoire du tournage d'À bout de souffle, le premier long métrage de Godard, là où Godard devient Godard, en partie. Voilà. Et donc, c'est fait dans un noir et blanc qui mélange un peu la pellicule et le numérique. Personnellement, je pense que j'ai repéré quand c'était en pellicule numérique, je crois. Et donc, il arrive, je trouve, à bien recréer l'ambiance de l'époque. Voilà, on voit Godard. Ça, c'est sûr. Hein. Et je trouve que ce film, d'un point de vue historique, il y a quelques moments romancés. Je trouve que Godard est un peu gentil. Enfin, gentil. Il est un peu atténué dans le côté dur, jaloux. Il était jeune encore. Oui, non, mais déjà, il avait certaines jalousies. Il n'avait pas encore peut-être la grosse tête, non. Non, mais il était déjà un peu jaloux, je sais, de Truffaut, qui avait fait Les 400 coups. Quand il se bat avec son producteur dans le film, c'est presque un enfantillage, alors qu'en réalité, le producteur a vraiment voulu lui casser la figure parce qu'il avait décidé d'arrêter le tournage pour prendre son petit déjeuner, comme ça, en lui disant qu'il était malade. Voilà. Et donc, en fait, le film, je trouve que c'est une version un peu romancée du tournage d'À bout de souffle, mais tous les détails sont vrais. Et même les séquences qui n'ont pas véritablement eu lieu, je crois, comme le fait qu'il demande conseil à Melville, le fait qu'il demande conseil à Rossellini, auraient pu avoir lieu et représentent bien ce que représentaient ces réalisateurs pour Jean-Luc Godard et La Nouvelle Vague. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Alors moi, ce que je vais vous dire et te dire, c'est que ce que j'ai aimé justement dans ce film-là, à part ce que tu viens de dire, l'image, la reconstitution des années 60... 59. Oui, enfin, la fin des années 50, on ne va pas chipoter pour un an. C'est justement le passage de ces critiques, dont Truffaut, dont Romer, qu'on voit dans le film. Enfin, on les voit, c'est pas eux, bien sûr. Et il y a des personnages qui jouent leur rôle et qui, comment ils sont pas. Truffaut, il était arrivé justement avec les 400 coups qui avaient été présentés à Cannes. Chabrol avait fait un le beau peu avant. Serge. Voilà. Mais comment Godard, peut-être parce que justement, tu as dit le mot jaloux, il est peut-être un peu jaloux, il se dit mais pourquoi moi je vais pas pouvoir faire mon film? En fait, il y connaît rien au cinéma. Et ça peut donner envie aux gens, aux jeunes ou aux vieux même, pourquoi pas, de faire leur film. Évidemment, il faut un producteur, il faut de l'argent. Mais moi, je trouve que c'est un beau film aussi parce qu'il donne envie de faire du cinéma. Ça, c'est vrai. Mais moi, je suis pas d'accord avec quelque chose quand tu dis que Godard n'y connaissait rien dans le cinéma. C'est ce qu'on voit dans le film. Moi, je pense au contraire qu'il s'y connaissait, qu'il connaissait les règles. Mais il connaît la théorie, mais il n'a jamais pris une caméra. Il savait même pas comment on faisait financer un film. Il savait même pas ce que c'était qu'un producteur. Alors, si, justement. Ça, il le savait, mais il ne voulait pas le faire d'une manière
logique. Enfin, logique. Il ne voulait pas le faire dans une manière traditionnelle. Mais c'est parce qu'il avait connaissance de la réalité des choses qu'il a voulu changer justement ces choses-là. Par exemple, Oui, bon, c'est un côté un je peu crois, il avait fait des courts-métrages auparavant. idéaliste et prétentieux de sa part, parce que le monde du cinéma dans la fin des années 50, c'est quand même un cinéma qui est quand même déjà un produit. Un produit, il faut de l'argent, il faut des acteurs. À l'époque, on ne disait pas bankable, mais bon. Donc eux, la nouvelle vague, ils arrivent, veulent tout casser, ils veulent plus faire le cinéma à la papa, ils veulent qualité française. Ils veulent avoir des acteurs qui ne soient pas connus. Donc voilà, ils vont casser, mais ils se heurtent quand même à deux choses. C'est qu'il faut de l'argent. Donc il faut le producteur qui est toujours présent et qui lui dit « Mais alors pourquoi tu as pris du retard ?» Voilà, bon, ça c'est ce qu'on voit dans les films de Fellini. La présence des producteurs qui insistent et deuxièmement, le langage cinématographique. Par rapport aux producteurs, je suis d'accord que le film est avantageux là-dessus, c'est qu'il montre que la nouvelle vague n'est pas seule. Parce que, alors, la théorie des auteurs est importante, la théorie des auteurs développée par Truffaut, repris par la nouvelle vague, le fait que le véritable auteur du film, c'est le réalisateur, comme un artiste. Godard a été le plus artiste de tous, bien sûr, mais rétrospectivement, c'est pas tant d'ailleurs les réalisateurs que autour, ceux qui étaient fans de la nouvelle vague ont fait, c'est qu'ils ont fait un petit peu comme s'ils avaient été tout seuls pour le faire. Alors qu'en réalité, comme tu dis, ce que montre le film, c'est qu'il y a d'abord une équipe technique, Raoul Coutard, on va en reparler. Mais la façon dont il est recruté, justement, Raoul Coutard, dans le film. Et les productions. Oui. Non, mais Raoul Coutard, parce que tu en parles, parlons-en. Oui. On a l'impression, non pas qu'ils l'ont trouvé sur la route, mais c'est quelqu'un qui dit, et ça se passe toujours comme ça, le cinéma. Donc, tu ne peux pas c'est une œuvre collective, voilà. Donc tu peux vouloir innover comme il a voulu le faire, mais tu n'es pas seul devant cette innovation. Et j'ai pas fini. Et tu vas fatalement te heurter à des desiderata des gens, à des opinions qui sont différentes des tiennes. Le film, tu le fais pas tout seul. Non. Et justement, c'est un film d'apprentissage parce que ce soit Godard ou que ce soit n'importe qui, on voit dans le film comment il faut se plier aux exigences. En fait, il y a le principe de réalité. Moi, j'arrive comme ça, j'ai mon scénario, lui à moitié écrit, mais enfin, c'est pas grave, et dit voilà, je vais révolutionner le cinéma, je veux pas ceci, je veux pas cela, je veux pas des acteurs connus, je veux pas de lumière, je veux pas de raccord, je veux pas de montage. Mais petit à petit, tu es bien obligé de raconter et que l'histoire, elle ait un sens et que donc tu te plies à certaines règles de l'écriture cinématographique. Oui, parce que voilà, j'ai fini pour le moment. En fait, ce qui fait justement ce sens-là, c'est justement le fait de raconter une histoire. Oui, enfin, tu es obligé de raconter une histoire à l'époque. Après, il est allé vers l'expérimental, Godard. Mais pour revenir sur ce que tu disais, en fait, le cinéma à l'époque, enfin, déjà, c'était un fantasme. Restons sur le film. Restons sur le film. Et en fait, ce que l'on voit dans le film, c'est cet aspect constructeur de cathédrale. Je crois que c'était Coppola qui avait parlé de ça, c'est que construire un film, c'est comme construire une cathédrale. Il y a le maître d'œuvre, mais après, il y a tous les artistes autour. Voilà, si ou une chapelle, quoi. Mais après, déjà, à l'époque, il y avait le fantasme d'Astruc. C'est Alexandre Astruc qui avait parlé de la caméra stylo, qui était un fantasme aussi de la part des jeunes Turcs, des cahiers du cinéma, de toute cette génération, qui ne pouvaient pas, à l'époque, y arriver parce qu'à l'époque, pour tourner déjà, ne serait-ce que pour avoir une caméra, c'était pas simple. Il y avait que le 35 mm, il n'y avait pas encore le 8 mm. Le 16 mm, c'était le 8 mm, c'était pas commun. Le 16 mm, c'était pas le même format que le 35 mm. Et en fait, pour avoir une caméra, pour tourner un film, pour devenir réalisateur, fallait obéir à certaines normes. C'était extrêmement encadré, c'était très, comment ça s'appelle, Réglementé, effectivement. Donc c'était pas simple. Mais aussi, il n'y avait pas les moyens techniques. Mais Godard a toujours eu ce fantasme, justement, à la Astruc, d'être le seul maître à bord. Il a toujours essayé. D'accord, mais la caméra stylo, on a vu que ça marche pas. C'est pas le cinéma VLT, la caméra stylo. À l'époque, il y en a qui essayaient. Non, justement. Je veux dire, on essaye, mais il y a des limites. Et justement, hier, là, je fais une petite parenthèse quand même. On parlait avec Rémi Lange, qui lui, 23e film, qui produit. Il y en a beaucoup comme ça. Et toi, tu connais certainement ce problème, étant donné que tu sors d'une école de cinéma. C'est que c'est pareil maintenant. Ils peuvent pas faire de films. On peut faire des films avec ça. Là, c'est mieux qu'une caméra stylo, c'est son téléphone. Non, tu peux faire des films. Je fais avec du Super 8, tu sais, donc du 8 mm. Oui, donc, mais parce que toi, tu es un peu snob, mais tu pourrais le faire avec un téléphone portable. Non. Après ce film-là, qui va le voir?
ça, Voilà. oui. Bah, après, je scanne, je le mets sur Internet aussi. Hein, Oui, mais au qui moins, le je voit, du coup qui le voit, on ne sait pas. Mais c'est pareil pour le cinéma. Qui allait en salle, on prenait le billet, mais on ne savait pas ce que les gens pensaient du film. C'est pas du snobisme d'utiliser de la pellicule. C'est un rapport au réel particulier. Voilà. Mais pour en revenir au sujet qui est le nôtre, tu vois, tu parlais de Coutard, et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit l'importance de la technique dans le film, du progrès technique. Le caméflex, par exemple, une caméra extrêmement importante, qui était une caméra très légère, qui faisait énormément de bruit, il y avait la question sonore et ainsi de suite, et parce que cette caméra existait et que Raoul Coutard, justement, était spécialisé là-dedans, Godard a pu faire son film Il et faisait des s'approcher, documentaires, oui. et s'approcher au plus près de ce qu'il souhaitait. Et justement, je trouve que le film montre l'importance du progrès technique et se faisant une certaine neutralité idéologique à ce niveau-là. Enfin, neutralité idéologique. Parce qu'il y a eu le progrès technique, il y a aussi eu la nouvelle vague. Et ce que montre le film de manière intéressante, c'est une collusion de diverses forces. C'est pas juste 4 personnes qui l'ont faite, la nouvelle vague. Les figures de proue, c'est eux, début, oui. mais il y a une collusion de plusieurs choses. Un regret, je crois qu'on parle pas de Malraux dans le film. Malraux a son importance aussi. Si, à un moment donné, il parle, il me semble. On fait allusion à Malraux. Je sais pas. Parce qu'en fait, à l'époque, Malraux, par ses réformes culturelles qu'il avait menées, oui. il avait permis aussi, en partie, aux producteurs d'exister d'une certaine manière, notamment, et au cinéma de s'autofinancer. Et ça, on le sous-entend dans le film, je trouve. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on voit dans le film la concentration des talents. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ce qui était réel à l'époque. À un moment, on voit dans le film toutes les personnes. Mais bien sûr, on le voit très bien. C'est ce que j'ai dit dès le début. Oui, qu'on voit que c'est un travail d'équipe. On voit même celle qui font les costumes, la script, celle qui prend des notes. On voit le producteur. Enfin, on voit que c'est un travail. C'est un travail qui est quand même soumis à une équipe. Mais c'est pas de ça dont je parle. Moi, là, je parle de la cinéphilie, en fait, de ceux qui aiment le cinéma d'une même façon. Tu parles de l'équipe des Cahiers quand ils reçoivent Rossellini, par exemple. Et tous les autres. Et c'est ce qu'on voit, on voit ce milieu, en fait, qui était plein de personnes qui aimaient véritablement le cinéma. Non, ils n'aimaient pas le cinéma. Ils aimaient un certain cinéma. Et justement, c'est la chose que je n'aime pas dans le film, c'est cet aspect un peu sectaire. Sectaire ? J'ai pas trouvé que c'était sectaire. Non, attends, excuse-moi, mais les Cahiers du cinéma, ça allait un petit peu moins, mais ça a toujours été une revue de cinéma assez sectaire, et avec quand même, ils pointaient sur certains réalisateurs qu'il fallait aimer, qu'il fallait encourager, qu'il fallait aduler, voire, et d'autres dont on ne parlait pas. Bon, ça, ce côté sectaire, là, il ressort. Mais moi, j'appelle pas ça, justement, l'amour ou le goût du cinéma. J'appelle ça imposer une conception du cinéma. Alors, ils voulaient l'imposer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont peut-être pas arrivés, mais ils ont essayé. Mais le fait qu'ils aient formé un groupe ainsi, les jeunes Turcs, d'ailleurs on les appelait les jeunes Turcs parce que c'était une bande de 4, Truffaut, Godard, Chabrol, mais moi j'aime pas toutes ces chapelles, je m'en fous. Mais parce qu'ils ont fait ça, ils ont pu agglomérer des talents autour d'eux. C'est ça qu'on voit. Oui, d'accord, mais c'est des talents qui allaient tous dans le même sens. Oui. Avec la création d'un cinéma comme ça, d'un cinéma... Après, il y a eu une scission. Après, ils sont partis chacun. Parce que, excuse-moi, mais François Truffaut qui disait « faut tuer le cinéma de papa pour après faire la même chose ». C'était excessif. En décor, par exemple, Le Dernier Métro, qui est un très beau film, mais quand même, qu'il y a les mêmes canons que les films précédents. C'est vrai, mais c'est quand même 40 ans plus tard. Oui, mais bon... non, moi, c'est ce côté qui me déplaît, c'est ce côté chapelle, et ce côté « attention, vous allez voir ce que vous allez voir, nous allons réformer le cinéma ». Voilà. Oui, et après, finalement, tu tombes dans les mêmes travers. Mais après, la nouvelle vague a eu du succès, mais juste après, à bout de souffle, à partir de 61-62, elle a reflué, la nouvelle vague. Mais ce qu'ils ont permis de faire, c'est de faire un appel d'air, et c'est ce qu'on voit dans le film, un appel d'air qui ont permis à des auteurs qui ont été, par exemple Miller, celui qui a fait, celui qui a fait Garde à vue. C'est un fils de la nouvelle vague, lui aussi. Et pourtant, c'est un film qui n'est pas, comment dire... Oui, c'est un fils lointain, c'est un petit cousin. Oh non, je suis pas d'accord, c'est un vrai fils de la nouvelle vague. Il était assistant de Truffaut. Oui, d'accord, mais enfin, oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, il faut pas... C'est pas parce que tu es l'assistant de quelqu'un que tu brises pas certaines... C'est vrai, mais il faut pas s'arrêter aux grandes gueules, justement. Il y a tout ce qu'il y a autour, qui est Rapneau, par exemple, Jean-Paul Rapneau, qui a toujours fait des films... ne donne pas trop d'exemples. Concentrons-nous sur les films de la nouvelle vague. Oui, mais après, moi, je défends. Non, mais parce qu'après, on s'en moque après. Après, tout genre comme ça qui naît ex nihilo, comme la nouvelle vague, elle naît d'un ras-le-bol. Il faut bien... C'est comme le néo-réalisme italien, qui est né après la guerre,
et Après, qui c'est après est devenu autre chose. C'est pas tout à fait comparable, je pense, parce que le néo-réalisme italien, il y avait eu telle pression du fascisme, justement, de l'idéologie Non, oui, avant la guerre. Non, il y avait- excuse-moi, mais les gens qui ont créé le néo-réalisme, ils ont travaillé à Cinecittà sous le fascisme. C'est vrai, Alors, mais après, donc, ils ont été en rupture. Oui, en rupture. Et bon, ils étaient en rupture aussi sur la façon de faire les films. Oui, dans la rue. Aller dans la rue plutôt que de rester dans les studios de Cinecittà. Voilà. Je vois que notre réalisateur a des questions. Non, je disais simplement que pour le néo-réalisme, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire aussi autrement. Oui, aussi, ils étaient Enfin, ça, impliqués. c'est ce que la légende raconte. Hein. Oh, légende. Après, et là, je reviens sur ce que tu as dit par rapport à Godard, en fait, qui se conforme. En réalité, Godard a toujours cherché. D'ailleurs, au passage, Truffaut, ça fait partie des choses que lui avait reproché Truffaut dans sa lettre de rupture des années plus tard, c'est qu'il se fait passer pour une victime et ensuite il manipule le système. En réalité, Godard s'est toujours débrouillé justement pour prendre une commande, pour sembler accepter les contraintes, pour justement détourner les contraintes. Et c'est ça qu'il cherche à faire, en réalité. Il y avait de la censure, il y avait une censure, il a souvent eu affaire à la censure, Godard, ça on l'oublie, il a subi pendant les années qui ont suivi. Mais justement, il a toujours cherché à détourner les choses, à retourner les impossibilités contre elles-mêmes et à faire des films. Et c'est ça que j'aime beaucoup et que l'on voit dans ce film. C'est pour ça qu'en fait aussi qu'il s'impose, en fait, il retourne les contraintes techniques de son fantasme de caméra stylo, une caméra légère, donc qui fait du bruit, donc on peut pas faire de son direct. Il retourne les contraintes techniques en parti pris esthétique. Et du coup, ça crée un souffle, ça crée une véritable identité visuelle, si tu veux. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup et qu'on voit dans le film aussi, pour en revenir à ce film. Je pense que oui, finalement, le film est plus intéressant que le film de Godard lui-même. Ah non, moi je suis pas d'accord. À bout de souffle, quand même. Mais je pars de mon point de vue à moi. Moi aussi. À bout de souffle, c'est pas un film que je vais mettre parmi mes films préférés. On va faire des ennemis en mais je m'en moque complètement. Je m'en moque. Je suis pas dans la Godard adoration. Hein, de ceux de la nouvelle vague, c'est lequel tu préfères? Les 400 coups, peut-être. Voilà, Truffaut, c'est plus classique, quoi. Oui, moi je crois pas pourquoi classique, pas classique. Non, je regarde le film, mais je m'en moque. Moi, je regarde surtout l'histoire qu'il me raconte. Et moi, ce qui m'a gêné justement dans À bout de souffle, c'est les erreurs criantes de montage. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il faudrait que les jeunes ils apprennent quand même ce que c'est que le langage cinématographique. Tu ne peux pas non plus filmer n'importe quoi. Il a consciencieusement fait. Son film, il a pas. Non, il s'est trompé parce qu'il savait pas faire. Mais après, il fait dire que c'est un trait de génie de sa part. Ça, c'est facile aussi, hein. Je sais pas si moi, je pense pas que. Je ne sais plus si ça fait partie de la légende ou de la réalité. En tout cas, on dit qu'il a consciencieusement réinventé. Moi, je trouve que c'est criant. C'est quand il est au volant de sa voiture, c'est criant. Moi, ça m'énerve quand je vois ce passage. Ça me gêne parce que d'un coup tu as l'impression qu'on va en avant, en arrière. Je comprends pas. Moi, je suis tellement habitué à ce genre de choses dans les films justement post-nouvelle vague que c'est une écriture cinématographique en soi, si tu veux, pour moi. Voilà. Donc après, oui, je comprends. Mais je comprends que c'est un cinéma pour la gratter, quoi. Aussi. Je ne sais pas si c'est pour la gratter, mais c'est un cinéma, voilà. Oui, c'est un style de cinéma qui valait le coup d'être inventé. Je trouve qu'on montre bien son invention. Alors après, moi j'ai dit 400 coups, bon, évidemment. À bout de souffle, après il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme film de la nouvelle vague? Il y a Le Beau Serge de Chabrol, il y a Le Signe du Lion, il y a alors c'est pas tout à fait la nouvelle vague, mais c'est corollairement, il y a les films justement, Hiroshima mon amour. Il y a un film qui a marqué la nouvelle vague, à part ces deux là. Ou ces trois. Hiroshima mon amour, il y a La Pointe courte. Alors, c'est pas La Pointe courte d'Agnès Varda, c'est plutôt Cléo de 5 à 7. C'est Le Petit Zoltan de Godard, Jules et Jim aussi, de Truffaut. Romer, il a mis du temps avant de refaire un film parce que Le Signe du Lion avait été une catastrophe en termes d'entrée. Il y avait l'autre film de Chabrol aussi. Le Beau Serge. Le Beau Serge. Non, l'autre. Il y a Rivette, il y a aussi le Rivette Paris nous appartient. Qu'il a fait, La Religieuse, avec... La Religieuse, c'est 68. 67. C'est bien après. Non, c'est l'autre. La nouvelle vague, elle était déjà morte. Bon, enfin bref. L'amour fou. Bon, voilà. Mais alors, de tous ces films qui sont, à mon avis, complètement différents les uns des autres, qu'est-ce qui fait la caractéristique que ces nouvelles vagues? C'est une caractéristique de production avec relativement peu de moyens. C'est une chose qui s'invente, relativement peu de moyens. C'est quelque chose de très mobile, si tu veux, fait d'une manière assez vive, avec de l'improvisation parfois de la part du réalisateur. Mais enfin, attention, il y a improvisation et improvisation contrôlée.
là où ils improvisent, ils se sont préparés psychologiquement en voyant des films. C'est un cinéma cinéphile aussi, qui a beaucoup de références. Citationnel, je dirais. Citationnel, mais qui s'appuie aussi sur une histoire du cinéma. Tu vois, c'est un cinéma aussi qui est très, on va dire, individualiste, mais oui, c'est un cinéma d'auteur, c'est-à-dire c'est le point de vue, c'est un cinéma très subjectif en fait. C'est une subjectivité assumée des réalisateurs qui révèle un certain pan de la société, de leur point de vue. Tu vois, en assumant leur subjectivité, ils révèlent des parts un peu objectives de la société, d'une certaine société. Après, on a fait le reproche à la Nouvelle Vague de ne parler que de leur société à eux. Une société un peu snob, comme tu disais, un peu bourgeoise, un peu... Voilà, par exemple. Mais... Après, alors, il y en a un qui est venu bien plus tard, que moi, je mettrais au-dessus de tout le monde, et il a les côtés Nouvelle Vague, tout ce que tu viens de dire, mais pour moi, c'est Jean Eustache. Oui, Jean Eustache, lui, il fait la quintessence de tout ça, parce que les autres, ils partent, excuse-moi, c'est un héritier direct, mais il a su faire la synthèse de tout. Il a montré... j'ai pas fini, de tous ses talents, contrairement, par exemple, parce que là, tous les films que tu me cites, et bon, c'est sûr qu'ils font partie de ce courant dit Nouvelle Vague, mais ils partent chacun dans un sens différent. Quand on prend La Maman et La Putain, pour moi, ça, c'est le parangon du film qui ressemble en mieux à un film de la Nouvelle Vague. Parce qu'il est aussi, je pense que je suis d'accord, mais c'est aussi parce qu'il a une versant critique, justement, autocritique. Parce qu'en fait, je vois pas en quoi. Parce qu'ils sont désabusés. Quelque part. C'est juste après mai 68. Être désabusé, c'est de l'autocritique, ça? À ce niveau-là, oui, justement. C'est qu'on les voit juste après mai 68, on les voit juste après les convictions par rapport, aux révolutions sexuelles et ainsi de suite, et on les voit, en fait, perdus, tout simplement. Oui, mais c'est un peu antonionné, c'est l'incommunicabilité, c'est les gens qui sont perdus dans une société. Enfin, là n'est plus excuse-moi, c'est moi qui ai dérivé, parce que, justement, je n'aime pas qu'on sanctifie cette Nouvelle Vague, parce que pour moi, je n'arrive pas à la concrétiser, à voir vraiment ce que ça veut dire, à part peut-être un effet de plume pour dire un nouveau courant est né. Je voulais simplement rajouter un truc, c'est que la Nouvelle Vague s'est retrouvée en 68. Oui, bien sûr, ils se sont séparés. Oui, puis ils se sont tous allés sur les barricades. Oui, bien sûr. Sauf un, je crois. C'est important aussi de se dire que quelque part... Oui, ils épousaient en fait leur temps aussi. Il y avait une révolte aussi contre une certaine forme de société. Si tu veux, une société très corsetée, très classique, qui était semblable à une société d'avant-guerre, sauf qu'il y avait eu la guerre, justement. Sauf qu'il y avait eu le totalitarisme, sauf qu'il y avait eu des mouvements d'émancipation qui n'avaient pas encore profondément infusé dans les diverses couches sociales. Et en fait, eux, ils ont quelque part prédit. Ils ont perçu ça, qu'il y avait cette tendance, si tu veux. Et quand, effectivement, ça a explosé en mai 68, ils étaient tous là, parce qu'ils se sont retrouvés là-dessus. Déjà, ça n'allait plus. Je connais. Déjà, ça n'allait plus avec entre Godard et Truffaut, on le sait, mais ils ont quand même participé au même mouvement l'un avec l'autre pour de défense d'Henri Langlois, contre la censure, pour l'expressivité d'un certain libéralisme en réalité. Et à Cannes, oui, ils ont réussi à faire... À Cannes, oui, c'était surtout Godard et Truffaut qui se sont accrochés au rideau pour... Pas que. C'est eux qu'on voit dans les images d'archives. Oui, mais justement, c'est eux qu'on voit dans les images d'archives, mais il n'y avait pas que. Si ça avait été que, ça n'aurait pas arrivé. Non, mais ils n'étaient pas seuls. Je sais bien qu'il y avait un collectif, et puis c'était dans l'air du temps. Et d'ailleurs, mais s'il y a un truc qui m'étonne, c'est que tu parles d'une société corsetée dans les années 60, mais la nôtre, actuellement, 50. Si elle n'est pas corsetée... oui, il y a un retour, je suis d'accord, qu'il y a un retour à un certain Et je ne vois pas de film, je ne vois pas de courant, je ne vois rien. Mais rien. Donc c'est le rien au niveau politique, c'est le rien au niveau artistique. Et le cinéma, c'est même plus un cinéma militant, je ne vois rien. Je parle du cinéma français en l'occurrence. Qu'est-ce que je vois? Je vois la route qui poudroie, je ne vois rien se dessiner. Et pourtant, on est dans une époque alors que moi j'ai connu les deux, qui est 50 fois plus dangereuse que celle des années 60. C'est pas que je défende le général de Gaulle, pas du tout. Mais quand je vois ce qui se passe en ce moment et la façon dont les médias nous corsettent, comment l'intelligence artificielle va empêcher la création et tout, je m'étonne qu'il n'y ait aucun courant de la part des jeunes qui se dessine pour protester, pour essayer de protester, parce que c'est foutu, on n'en sortira pas, à mon avis. On est
pris au piège. Alors, je me permets une petite parenthèse. Une des raisons pour C'est bien beau laquelle- de parler de la nouvelle vague, mais moi je dirais qu'il n'y a pas de nouvelle Une vague des raisons actuellement. pour laquelle je fais de la pellicule, c'est justement parce que moi, au moins, c'est de la pellicule et j'ai filmé quelque chose de vrai, je peux le prouver avec mes négatifs. Ça, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas recréer de la pellicule, d'où l'intérêt. C'est Bah, pas du l'intelligence artificielle, Mais par après, rapport elle peut te prendre ton film et en faire autre chose. Bah, en tout cas, je l'aurai sous le bras. Et ça, ce sera toujours la vérité. C'est pour ça, faites de la pellicule. Bon. Osez. Et donc, moi, par rapport à... Pour en revenir Ça m'a pas convaincu. mais Pour, bon, d'accord. passons. Pour en revenir sur le film initial. Oui, voilà, parlons du film en fait. Bah, je crois qu'on a tout Moi, dit. Moi, ce que j'ai aimé sur le film, c'est qu'il aime la nouvelle vague, il aime cet état d'esprit, mais enfin, il lui rend hommage, mais pour autant, il n'est pas en train de s'agenouiller devant elle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il essaie d'être juste. Qui, le film le de réalisateur, Linklater? Linklater. Il Oui. essaie d'être juste avec Ah bah chacun oui, des personnages. il est même objectif. Il ne je cache trouve. pas le côté un peu déplacé, dérangeant de Melville, le côté un peu souffreteux, enfin souffreteux dans le genre, ça sent le soufre, un peu les fréquentations de la nouvelle vague, les orientations politiques Ah, aussi. souffreteux, pas au sens maladif. Non, dans le sens, ça sent le soufre. Sulfureux, Sulfureux, voilà, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il n'est pas dit que dans le film que normalement... Vous voyez quelqu'un qui était souffreteux. Non, tout le monde est en bonne santé. Le là. côté sulfureux. Ouais. Tu sais qu'à la place de Melville, en fait, initialement, Godard aurait aimé avoir Céline à la place de Melville dans le film À bout de souffle. Ah. L'auteur de Mort à crédit et de... Oui, on voilà. connaît Céline, oui. Oui. Mais ça me laisse un petit peu... Après, oui, mais dans quel but il voulait Céline? Aussi par provocation, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, ce que je trouve encore une fois intéressant, c'est qu'il n'en fait pas trop. Quand on voit Le Redoutable, je vais faire une comparaison avec Le Redoutable, donc qui est un film de Michel Oui, je Hazanavicius. connais. Alors, en soi, le personnage est donc campé par Garel. D'ailleurs, Garel, le fils Garel, parce que le père Garel, un réalisateur, lui, Et le grand-père. en tout cas, le père Garel Oui. était à 18 ans, il était fou de Godard et c'est justement un des descendants directs de Et Godard. son fils qui joue le rôle de fils joue Godard. et en fait, tout dans ce film est assez caricatural. On se moque de Godard sans trop le comprendre, je trouve. Tandis que là, sans se moquer de lui, tout en le représentant avec ses failles et ses faiblesses, il est extrêmement humain. Dans le film Mais Le c'est pas Redoutable... le même propos, les deux films. Oui, C'est un film un peu léger qui veut... mais on s'en moque, se mais moquer. la manière dont on s'en moque dans Le Redoutable, ça crée un esprit de supériorité par rapport à son sujet, tandis qu'il n'y a pas cet esprit ni de supériorité, ni de dévotion, je trouve. Il y a le ton juste. On oublie une chose, Mhm. c'est que Redoutable, c'est un réalisateur français, alors Que Linklater... est un Réalisateur américain, Oui. oui. et que la nouvelle vague avec le cinéma américain est tout à fait autre. Effectivement, la nouvelle vague compte énormément pour le cinéma américain et notamment pour ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, pour les réalisateurs qui ont fait le nouvel Hollywood et le renouveau. Et ça, c'est une des forces de la nouvelle vague, c'est que même s'ils n'ont pas fait tout à fait les films tels qu'ils auraient fantasmé le faire, l'idée était là et c'est cette idée-là, le fait qu'il y ait un auteur, le fait que ce soit un artiste qui s'est propagé aussi dans le monde et qui ont inspiré. Et je pense que la principale force de la nouvelle vague, et ça c'est une chose que Positif a toujours détesté, même s'il ne le disait pas, c'était qu'ils inspiraient les gens. Positif en soi faisait de très belles critiques de films, mais il n'inspirait pas la création de films. Et ça rejoint ce que tu dis. Quand on voit ce film, ça donne envie de prendre sa caméra, pellicule, et de faire des films. Et ben, On a une caméra Super 8, attention. Oui. Ah oui. 8, Ah. oh non, ça se trouve. Moi, je t'en trouve des autres caméras. Bon. Enfin bref. Bon, Et en fait, ce film, comme la nouvelle mais- vague, donne envie de faire des films. Très bien. Et c'est ça Mais- la force de la nouvelle vague. Ils font des films et même les tenants de la nouvelle vague, aussi fous qu'ils puissent être, ces pauvres garçons, ils étaient tous un peu des cas sociaux. Hein. Truffaut, Godard, Rivette, ils étaient tous bien faits dans leur tête. Hein. C'est des enfants de la guerre, on a tendance à l'oublier. Ils ont vu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vu beaucoup de choses. Hein. Romer qui vantait l'arianisme que l'on pouvait trouver dans le cinéma de Murnau. Enfin bref. C'est des gens qui donnaient envie de faire du cinéma. Et c'est ça la force, en fait, de la nouvelle vague. Et c'est pour ça que, au niveau du nouvel Hollywood, ça leur a donné envie de faire un autre type de cinéma et ça a apporté une révolution esthétique au sein d'Hollywood, je trouve. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça moi, j'ai toujours pensé qu'en termes de critique pure, quand on lit les critiques, on en apprend plus sur les films par rapport aux critiques de Positif, tandis que les critiques des cahiers du cinéma, c'est autre chose. C'est se forger un goût pour devenir réalisateur, quelque part, à l'époque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en réalité. C'est pour ça que c'est deux choses différentes, c'est deux approches de la critique qui sont En différentes. fait,
on a souvent reproché aux critiques de parler des films, d'en dire du mal, quelquefois du bien, mais de eux-mêmes ne pas savoir faire de films. Voilà. Et ça, c'est vrai que quand on est critique de cinéma, faut avoir quand même un petit peu d'humilité et dire ce film-là, malgré tout, ben, on voit tout le travail que ça demande. Oui. Donc, on peut pas casser en 3 lignes un film en disant tout le mal qu'on en pense. Après, ça cassait pas. Non Mais plus. quoi? Après, ça participe. Après, des fois, des critiques négatives participent d'un succès d'un film. Oui, non, mais là, je parle en général. Je dis que quelqu'un qui n'a pas... Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas faire la cuisine, par exemple, est-ce qu'il peut aller juger du travail d'un grand chef? Ah, un peu. Bah, quand même, si tu sais pas faire cuire un œuf au plat... Oui, mais il y a le goût. Enfin, tu as le goût à la fin. Même Oui, si tu sais pas d'accord, faire mais que bon. le faux plat, tu as le goût. Je pense que quelqu'un qui aime l'architecture, par exemple, bah, et si c'est pas, je sais pas, il faut avoir un peu mis la main à la pâte. Quelqu'un qui n'a jamais écrit un texte, si c'est pas confronté à la page blanche, comment il peut savoir si c'est dur ou pas dur? Bah, en lisant justement. Mais moi, je pense que c'est justement ça. C'est difficile de C'est juger là une où- œuvre si soi-même on n'a pas été un petit peu confronté aux problèmes qu'on Et justement, qu'on c'est là rencontre où quand on veut créer. Je suis d'accord que c'est là où il y a une Il y a monsieur limite. qui veut poser une question. Juste, là-bas, dans la je salle, termine au là-dessus. fond. Et c'est là où justement on rencontre une limite. Il y a une différence entre tous les films peuvent être critiquables du point de vue du goût, mais là où la limite de la critique, je pense, c'est d'en s'en prendre comme si le réalisateur n'y avait pas mis assez. C'est là où Truffaut parfois est allé trop loin quand il a dit, oui. il a fait Kafka dans sa culotte ou ce genre de choses. Enfin. Ça, c'est en parlant d'un réalisateur qui n'était pas très sympathique, d'ailleurs, comme il s'appelait déjà. Tu dois le connaître. Bah, c'est son ennemi, donc. Oui. Autant-Lara, Claude Autant-Lara. Claude Autant-Lara. Oui, oui. À part que il a reconnu un seul des rares films, c'est La Traversée de Paris. Et Alors que aussi La Traversée de Paris, on l'a critiqué pour en disant que c'était un film fasciste, Et tout. pourtant, c'est un grand film, moi, je trouve, La Traversée de non, Paris. Enfin, Tu peux trouver derrière une idée franchouillarde de 2 personnes qui se foutent complètement de la résistance, ils font du marché noir. Il y en a un qui est un grand peintre qui est protégé. Bah, c'est le film préféré d'Autant-Lara, de Truffaut. Il est très étonnant, Truffaut. Hein. oui. Et bon, Marc Godard aussi, dans son genre, il avait toujours des pensées comme ça, lapidaires, mais en réalité, écrites dans le mais- Moi, c'est ça que je ne supporte pas. Mais même les- C'est les gens qui sont des donneurs de leçons. Mais même les Par réalisateurs exemple, j'avais classiques pas aussi. fini. Godard, par exemple, on ne peut pas l'attaquer, on ne peut rien dire, sinon on va se faire assassiner. Alors, non, je suis pas d'accord. Tout ce qu'il a dit, il faut boire toutes ses paroles. Mais moi, je suis désolé, j'ai pas de maître, Mais même ni les, Dieu ni maître. D'accord. Mais même les réalisateurs classiques ont dit ou pensé des choses qui étaient aussi pas moins délirantes. Sauf que, étant donné l'époque où ils le faisaient, c'était différent aussi. Tu vois, c'est aussi une certaine époque qui veut ça. Ben, un exemple, parce que là, je sais vois pas pas. qui me vient tout de suite. Quand tu lis les critiques de celui qui a fait les Enfants du Paradis, Carnet. Quand tu vois les critiques qu'il a fait de Feder, c'est équivalent à ce que Truffaut disait de Rossellini, par exemple. Tu vois, c'était pas moins fanatique, par exemple. Tu Oui. vois. Et par rapport, il y avait l'antisémitisme d'Autant-Lara, ou des réalisateurs qui, dans le privé, pouvaient dire des choses complètement dégueulasses, qui pouvaient se comporter d'une manière complètement dégueulasse, mais qui, parce que c'était une certaine époque, c'était pas le même rapport, quoi. Bah, évidemment, il faut aussi considérer l'époque, je suis d'accord. Oui. Non, mais là, je parle du Godard, hein, le pape Godard. Oui, voilà. je suis d'accord, ça Le c'est pape ennuyeux. Godard. Après, il pouvait faire n'importe quel film ennuyeux au Toi, possible. tu n'as pas aimé Le Roi Lear. Mais je l'ai pas vu, le Roi Lear. C'est pas grave. Non, C'est pas son meilleur, je pense. Mais bon. non, j'ai vu. Il y a une anecdote sur le roi Lear. Mais qu'est-ce que c'est ce film aussi? Bah, un truc un peu. C'est. Non, c'est pas le. J'ai pas envie d'en parler parce qu'on va se mettre. Non, celui où il se présente, il a des espèces de. Oui, c'est ça. Ah, mais je l'ai vu alors. C'est le Roi Lear, ça. Bah oui, je Mais crois. quel rapport avec le Roi Lear? Mais il y a 2 personnages, ça vient du Roi Lear. Vaguement dans le côté. mais je l'ai vu. Et il imite. Enfin, à un moment donné, il reçoit Woody Allen, d'ailleurs. c'est ça. Oui. Ah, moi, ça m'a plu pour Woody Allen. Mais le reste. Alors, moi, de toute façon, adieu au langage, truc socialisme sur un bateau. Mais je n'y comprends strictement rien. Là, Je on le est ailleurs. dis Enfin, c'est en toute pas le humilité. sujet de la vidéo, Je mais. ne sais pas si je suis bête, mais. Non. Il c'est- faut qu'on me mette les sous-titres. Hein, Oui, parce je te mettrai les sous-titres à l'occasion, mais Bon. même ceux qui mettent les sous-titres. Mais ne me dis pas que tu comprends tout quand même. Mais bien sûr que non. Ah,
Ah, C'est bon, alors plus ça du me jeu. rassure. D'accord. Non, mais là, pour en revenir au sujet qui Ok, était nôtre sur alors le là, film on est Nouvelle d'accord. Vague, on parlait des acteurs, j'ai adoré l'acteur Ah qui oui, jouait mon Godard. film préféré de Godard, c'est quand même Le Mépris, voilà. Je dois quand même le Moi, dire. c'est Le Petit Soldat. Hein? Oui. Mais Le Petit Soldat, c'est mon Non, préféré. moi, c'est Le Mépris, je le mets au-dessus Bande à de part, tout. Le Petit Soldat. Mais Le Mépris, oui, non, j'adore le mépris, en fait, c'est parce qu'il est dans la nouvelle vague. Il est dans le néoréalisme. Il est dans l'empire Il est partout. Oui, c'est un Cinecittà. film sobre. Et c'est un film très poétique, mais de la vraie poésie. Pas la poésie, là, après, qu'il va faire avec ses placards, où on C'est une comprend forme. rien à ce qu'il raconte. Non, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. C'est Le Mépris. Voilà. Pour moi, j'aime Je crois beaucoup. qu'on peut terminer là-dessus. Hein. Non, on n'a pas fini. Ah, les Comédiens. comédiens. Mais il va pas vouloir parler des comédiens. Mais si, C'est parlons un des comédiens. épiphénomène. Enfin, Non, moi voyons. j'ai adoré. Moi, en fait, mis à part l'acteur qui joue Belmondo, qui je trouve cabotiné un peu trop, ils sont tous parfaits dans le truc. Ah, ils sont tous très bien. Celle qui joue Jean Seberg, elle est adorable, elle est belle. On dirait Jean C'est la meilleure Seberg. là-dedans. Celui qui joue Godard, il est génial. Ce que j'aime bien, c'est que justement, ils incarnent leur personnage. T'as pas l'impression, à la différence justement du Redoutable, où il fait des citations, il imite Godard, il pastiche Godard. Ouais, là, mais il les fait un incarne. peu style à la chinoise. C'est ce que tu n'as pas compris, le film non, j'ai d'Anna non, Vinci. j'ai compris, Il sauf que il non. fait un pastiche d'un film qui est déjà un pastiche en lui-même. Par exemple, la chinoise, avec ses couleurs criardes et ses cadrages comme ça. Objection, ce n'est pas qu'un pastiche, la chinoise. Mais bon, après... Il l'a fait pour rigoler, Godard, la chinoise. je suis pas d'accord du tout Moi, avec je ça. l'ai vu. Mais moi, attends, on n'a pas le même âge. Moi, je l'ai vu quand il est sorti. J'ai évidemment rien compris, puis ça m'a énervé. Moi, parce que j'ai horreur. J'ai pas fini. J'ai horreur du petit livre rouge de Mao Zedong et tout ça. Moi aussi. Je l'ai revu 10 ans plus tard. J'ai dit, mais c'est un film comique. Oui, mais attention, il a un point de vue. Alors bon, mais on va pas On parler va de pas ça. parler de ça parce que sinon on va avoir pour mais 2 heures. sinon on va passer la nuit. Donc, les acteurs. Non, je parle de quoi déjà? De quoi Les je parle acteurs, l'incarnation Non, des je parlais acteurs. d'autre chose avant. Ah oui, dans le tu- Redoutable, pastiche. Le Redoutable, parce que justement la lecture du Redoutable, et c'est pas, c'est un pastiche d'un pastiche. C'est une mise en abîme du cinéma de Godard. C'est pour ça. Alors que là, on est au cœur de la réalisation de ce film, Sauf du que film phare, quoi. Sauf que Enfin, pour certains. Sauf que le pastiche du pastiche, justement, ce film, Le Redoutable, ça c'est le vrai problème que j'ai, se permet de faire, je me rappelle à la fin, une leçon. Ah oui, parce justement, qu'on parlait à des Godard. acteurs. Alors donc, Voilà. qu'est-ce après, que tu trouves c'est- qu'ils sont pas bien, les acteurs? Non, je trouve qu'ils sont très bien, mais j'ai trouvé que celui qui jouait Belmondo était justement un peu... Dans le Redoutable, moi je parle. Pas dans Le Redoutable. Bah, alors déjà, tu Dans as Le pas trouvé Redoutable, que dans le Redoutable... les acteurs sont bien, mais j'ai eu décelé une certaine supériorité de la part du réalisateur du Redoutable sur Godard. Par exemple, à la fin, quand il dit déjà la caractérisation des personnages qui n'est pas un pastiche, mais qui se veut, il y a une espèce de vulgarisation historique qui est complètement fausse. Le fait que tout d'un coup, Godard découvre la politique, non, ça faisait longtemps qu'il s'y intéressait. Le fait que, excuse-moi, le personnage féminin de Anne Wiazemski est une idiote là-dedans, mais une idiote vraiment finie, c'est l'inverse. C'est quelqu'un de rigoureusement intelligent qui, elle, a entraîné Godard à Nanterre, qui avait un professeur. Enfin, je veux dire, le film est quasiment mensonger à ce niveau-là, mais pas dans le sens pasticheur. Pour pasticher Godard, il se permet de prendre des Non, il parties... pastiche le style. Oui, J'ai pas non, mais dit c'est qu'il pas le style. pastiche le cinéma. Mais au passage... Revenons à nous. Non, mais juste par rapport, je veux juste terminer là-dessus, parce que c'est important pour moi, c'est qu'à la fin, il dit, par la voix off de Wiazemski, qui dit qu'entre la politique et le cinéma, Godard a dû choisir, il a choisi la politique. On voit tout le monde qui refuse de faire un travelling. Alors que lui filme ça en faisant un travelling. L'air de dire, lui ne faisait pas de cinéma, moi j'en fais. Moi, ça me donne envie, là, non-stop. Là, cette manière dont il a de juger ce cinéma-là, ça me pose un petit souci. Ben, on a le droit de juger ce qu'on veut. Hein, je suis Oui, mais désolé. c'est pas Dieu le Père. Hein. Oui, Bon, mais cette manière... bon, on parlait des acteurs dans Les la acteurs. nouvelle vague. Voilà. Alors, ils sont tous excellents, sauf, alors tu dis, celui qui incarne Belmondo. Parce que pour moi, il il est un peu cabotine caricatural. Parce qu'il cabotine un peu. Maintenant, moi, j'en ai parlé à ma mère qui a beaucoup aimé ce film. Elle a dit non, pas du tout. Pour moi, il était comme ça, Belmondo. Un peu cabotineur, un peu Un gabotin. peu, oui, je pense. Je Oui, sais oui. pas. Oui, J'ai non, du moi, mal, je trouve qu'il est très bien. Mais justement, Sauf qu'il lui ressemble pas trop. ce que Mais j'aime bon. ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en prenant les tics de langage, tous les acteurs, y compris Belmondo, allez, j'accepte, en prenant les tics
en prenant les manières d'être de chaque personnage, ils demeurent humains. Ce ne sont jamais des caricatures, ce sont toujours des êtres humains, et ce qui fait qu'on entre beaucoup en empathie avec eux, et que du coup, la nouvelle vague est accessible d'un point de vue humain. Ce n'est pas justement quelque chose mis sur un piédestal, Bah, c'est ce que je disais au tout début. Par la qualité des acteurs, on est avec le eux, film et c'est humain. permet de comprendre comment on peut faire un film. Parce que la nouvelle vague, avec les difficultés. Parce que ce ne sont pas des demi-dieux ou des dieux, ce sont des êtres humains qui ont fait ce mouvement. Et ce faisant, quelque part, ce qu'incite le film, c'est soyez la nouvelle vague, vous aussi, vous êtes des êtres humains, vous aussi faites une nouvelle vague. Voilà. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh oh!